Vous entendez? Ils attaquent les arbres. Depuis l'incendie du 1er juillet, la forêt agonise. L'hiver arrive et si vous revenez au printemps prochain, ces arbres seront nus. Les insectes auront tout mangé. L'arbre n'est plus capable de se défendre. Les insectes sont confortablement au chaud et ils vont se multiplier. Voilà leur reste, regardez. Les insectes dévorent l'arbre. Cet insecte s'appelle le bostrich. On venait ramasser les champignons ici. Le feu est arrivé aux portes de Tchounoyar, dans la région de Krasnoyarsk, le village dont Sergueï Martinov est le maire. Ici, au cœur de la Sibérie, le bois, c'est ce qui fait vivre des habitants, prêts à endurer le climat et affronter les ours pour tenir sur cette terre hostile. Alors, quand la forêt brûle, c'est un drame. Il y a 3300 habitants ici. Ils travaillent à l'abattage du bois et dans les scieries. Il y en a qui travaillent aussi à l'école et au jardin d'enfants. Mais l'activité principale, c'est la forêt, la coupe et l'exploitation. Voilà des vieilles maisons, elles sont belles. Et là, c'est la rivière Tchouma. Cette année encore, il a fait très chaud en été, trop chaud pour les Russes de Sibérie. Le facteur le plus important, c'est bien sûr le fait que l'on a subi une canicule. Plus d'un mois avec 35 degrés, pour nous, c'est exceptionnel. C'est difficile et ça a des conséquences catastrophiques. Pour nous, les Sibériens, si on se retrouve en Afrique, ça ne va pas aller. Plus 40, non, mais moins 40, on y est habitué, on survit sans problème. Mais c'est vrai que ce problème devient planétaire. Ça nous touche tous. Les forêts brûlent chez nous et le vent pousse la fumée vers d'autres régions où les gens souffrent. 10 millions d'hectares ont brûlé en Russie en 2019. Mais cette année, une bonne partie du pays a pris conscience de la catastrophe. Début août, l'air était irrespirable dans la petite ville de Boguchani. 3 semaines plus tard, la visibilité est meilleure, mais sur la base aérienne, la lutte continue. Où va-t-on? On va faire le tour de la région de Boguchani. On va vers le sud. Et je vous invite dans notre Boeing. Venez à bord. 2 fois par jour, Maxime décolle pour repérer les incendies dans la taïga. Oui, l'été a été très dur. Il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'incendies. Allez, maintenant il est temps de partir au combat. Les camarades nous attendent, les incendies aussi. Et il faut leur indiquer où ça brûle. Le vol va durer plus de 3 heures au-dessus de l'immensité sibérienne. Pas un village, pas une route pendant des centaines de kilomètres. Au sol, le centre de contrôle semble sorti d'un autre temps, celui de l'URSS. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les hommes qui travaillent ici sont des experts et ils savent que leur Sibérie est menacée. Moi, je travaille ici depuis 1983. Et à cette époque-là, on coupait la forêt jusqu'à 40 km de la rivière Angara, pas plus. Et aujourd'hui, on coupe la forêt jusqu'à 300 km de la rivière Angara. Dès qu'on coupe la forêt, le vent se renforce, plus rien ne l'arrête. Et il y a aussi moins d'eau dans la forêt.
Parce que sur les parcelles où les arbres ont disparu, la neige fond plus vite, l'eau s'évapore. Alors que dans la forêt, l'eau reste sous la mousse au pied des arbres. Le sol reste humide et ça ne brûle pas aussi fort qu'aujourd'hui. Tout est lié. C'est comme ça. Au bout d'une heure de vol, les premières fumées des incendies. Les origines peuvent être criminelles, accidentelles ou naturelles, mais c'est la déforestation et les températures élevées qui facilitent la progression du feu. Le pilote et son assistant préviennent le chef des pompiers au centre de contrôle. Il va redéployer des hommes pour lutter contre un nouveau foyer. Alors on va prendre des gars de là-bas et les envoyer sur ce nouvel incendie, ok? Tu reviens dans une heure, c'est ça? Mais au fin fond de la Sibérie, les pompiers ne sont pas les mieux lotis. Dimitri, leur chef, accepte à contre-cœur de nous montrer leur caserne. Même avec un matériel hors d'âge, ces hommes sont fiers de se battre avec leurs faibles moyens. Comme le montre ce reportage de la télé locale, ils sont déposés par hélicoptère au plus près de l'incendie. Ils campent plusieurs jours dans la taïga hostile où ils affrontent les flammes, mais aussi d'autres dangers. Il est arrivé que celui qui est chargé de garder le campement, pendant que le reste du groupe lutte contre le feu, se retrouve face à un ours attiré par l'odeur de la nourriture. Il le sent depuis très loin. L'ours arrive, le gardien du campement s'enfuit, l'ours renverse tout. Il mange tout ce qu'il trouve, il détruit tout et quand les hommes reviennent, la seule chose qu'ils peuvent faire pour que l'ours s'en aille, c'est de faire du bruit avec leurs assiettes et couverts en métal. Le vol se termine en cette fin du mois d'août, la situation se calme. Aujourd'hui, il n'aura repéré qu'un seul départ de feu. Le vol s'est très bien déroulé. Tout est sous contrôle. La température baisse déjà. La tension n'est plus aussi forte. Les gamins travaillent sur le terrain. À mon avis, il nous faut encore 2 jours et on en aura fini avec les incendies. On a examiné à 12h05 le foyer numéro 49 sur 45 hectares. Et le 48e, on peut le fermer. Si là-haut personne ne prend de décision, nous, les gens simples, qu'est-ce qu'on pourra faire? Il faut des lois pour mieux réglementer les coupes de la forêt, comme l'extraction du gaz et du pétrole. Ils continuent à forer partout des puits, ils percent des nouvelles routes, posent des tuyaux partout. Tout devient dénudé. Il y a des stations électriques partout. Il suffit de regarder la carte et tu verras tout de suite ces calvities qui couvrent notre Sibérie. Ils savent très bien que la situation est tout aussi dramatique au Brésil et que par ailleurs, le président américain ne veut pas voir la réalité en face. Trump, il pense qu'il va réussir à rester à l'abri, mais ça ne marche pas comme ça. Si le changement climatique démarre ici, un jour, ça finira bien par le toucher. La Terre est ronde. Il ne pourra pas s'enfuir. En cette fin d'été, les feux se sont calmés et le vent a fini par tourner. Krasnoïarsk, la capitale régionale, respire à nouveau. Cette année, la pression sur les autorités a été très forte, car tout le monde s'est enfin rendu compte qu'il y avait un problème. C'est depuis l'Institut de la forêt et son conservatoire de l'arbre que les scientifiques russes observent les incendies et font les comptes des hectares dévastés. C'est le travail d'Evgeny Ponomarov. À ses côtés, Nadezhda Chebakova. Depuis des années, elle tente d'alerter ses collègues et le monde sur l'impact du réchauffement climatique sur la Sibérie. Voilà, il y a à peu près 8 millions d'hectares de forêts de mélèze qui ont été touchés par les incendies cette année. Pour Nadezhda, le plus grave, c'est que ces catastrophes sont de plus en plus fréquentes depuis le début du XXIe siècle.
Moi, en tant que professionnelle du climat, j'adhère à 100% à la théorie d'un réchauffement global. Les sceptiques viennent souvent vers moi, ils ont des doutes et ils me disent « Vous savez, il y a 7000 ans, il y avait aussi beaucoup d'incendies. On le sait grâce à des études. » Oui, la situation était semblable. Ça ressemblait à ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut comparer les rythmes. Cela s'est allé alors sur des milliers d'années. Et aujourd'hui, c'est seulement sur des dizaines d'années. Il faut comprendre que ce n'est pas un problème régional. On se rend bien compte que c'est un problème planétaire. Tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit faire des efforts pour réagir à ce phénomène. Et je pense qu'il faut sérieusement s'en occuper, car je crains que la situation ne fasse que s'aggraver. Des incendies à répétition, des fumées qui étouffent les grandes villes. La Sibérie comme l'Amazonie sont des thermomètres du dérèglement climatique. 500 km plus vers l'est, dans la région d'Irkoutsk, c'est un autre fléau qui a marqué cet été 2019. La ville de Touloun, 25 000 habitants, a été submergée par la brusque montée des eaux de la rivière Iya, et cela à 2 reprises. Bilan, plus de 30 morts et des milliers de maisons détruites. 2 mois plus tard, il reste encore beaucoup d'eau. Ici, c'est le cœur de l'inondation. L'école et le jardin d'enfants, entièrement détruits, à jamais. Nikita et Anna travaillent pour l'ONG Phoenix, qui aide les habitants. Ça, c'est un des endroits les plus touchés. Moi, je suis arrivée de Moscou quelques jours après la tragédie. C'était un vrai cauchemar. Le plus terrible, c'était l'odeur. Parce que dans la ville, il y avait beaucoup de charognes, des cadavres d'animaux, des poissons morts. Ça sentait la mort. C'était vraiment affreux. J'avais envie de vomir. Ici, il y avait des vieilles maisons hyper mignonnes. De très belles maisons anciennes, comme dans les contes russes. Oui, des jolies maisons avec des décorations en bois. Tout a été arraché. La rivière Iya est retournée dans son lit, mais il reste encore beaucoup à faire pour assécher les terrains. Il a fallu que Vladimir Poutine, qui a fait 2 fois le déplacement en juillet, tape du poing sur la table pour que les autorités régionales se démènent avant l'hiver. Début septembre, il est même revenu une 3e fois pour la rentrée scolaire. Le président russe arrive comme un tsar, il devient un père pour ses sujets. Je vous félicite le jour de la rentrée. Tu permets que je soigne ta tenue? Tu t'appelles comment? Joenia. Joenia, ça te plaît ici? Oui. Votre école sera reconstruite. On le fera en 1 an. Elle sera belle, toute neuve. Vous n'allez pas la reconnaître. Elle sera bien plus belle qu'avant. Le petit garçon se souviendra sans doute toute sa vie de son nœud de cravate mal fait. Sur les hauteurs, dans un internat, quelques personnes âgées attendent qu'on leur attribue un nouveau logement. Aujourd'hui, ces réfugiés climatiques sont encore sonnés de ce qui leur est arrivé. On ne sait pas d'où l'eau est venue. Avant, même quand il pleuvait très fort, l'eau ne montait pas si haut. On ne sait pas pourquoi. Chacun a sa version. Tout est allé si vite, d'un seul coup. Moi, je suis resté debout dans l'eau froide pendant 5 heures jusqu'au cou. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne pouvais pas m'enfuir. L'eau est venue par vagues. J'ai fait sortir ma vache, mon cheval. Le cheval a survécu, mais la vache s'est noyée. Mes cochons, mes moutons, mes petits béliers, mes poulets, tout est... En 2 mots, on avait tout et on n'a plus rien. C'est ça le réchauffement climatique. C'est pas grave. On va rester en vie encore pendant 1 an et après, ce sera le repos des morts. On fêtera le nouvel an ici et après on disparaîtra. J'en ai assez. Comment en est-on arrivé là,
À qui la faute? Au marché, les rumeurs les plus folles circulent. Mais une des explications les plus répandues serait cette chaleur estivale qui a fait fondre les neiges éternelles des montagnes en amont. La déforestation offrant un boulevard aux eaux de crue. Chez nous, on dit que c'est à cause de la fonte des neiges des montagnes Sayani. Dans la plupart des cas, c'est l'homme qui est responsable. On intervient trop dans la nature, on coupe la forêt. Que faire? J'ai peur qu'on ne puisse rien faire. On est déjà avec les conséquences de ce qu'on a provoqué. C'est plutôt ça, tous ces cataclysmes que l'on voit se dérouler. Les inondations, les tsunamis, les forêts qui brûlent. Et les animaux sauvages vont sortir de la forêt parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils ne vont pas s'endormir, les ours. Il faut changer l'homme. Pourquoi changer la nature? Si on change l'homme, la nature sera de nouveau de notre côté. À l'église, on a prié cet été pour que cela ne se reproduise plus. Mais les paroissiens ont encore du mal à admettre qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans l'aggravation de la situation. Comme il n'y a pas de travail dans les villages, les gens se disent « alors coupons du bois et vendons-le qu'importe à qui, aux Russes, aux Chinois ». C'est comme ça que les gens se justifient dans cette affaire. Ils ne se posent pas beaucoup de questions. Mais en coupant les sapins à partir de 20 mètres de la rive, c'est évident qu'il ne faut pas faire ça, parce que le sapin consolide la rive. Mais ils s'en moquent, parce qu'ils sont du coin. Ils vivent avec l'idée que l'on a largement assez de richesses naturelles et que ce n'est pas la peine de les économiser. Et quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Les maisons étaient par là-bas. Et maintenant, il n'y a plus rien. Que des marais. À la sortie de Toulon, le spectacle est saisissant. Rien n'a arrêté la rivière dans sa course folle, elle a tout emporté. Les dachas qui faisaient la joie des habitants se sont retournés comme des jouets. Tu as eu peur? Ici, tout était inondé. Là-bas, non. Toute cette route était inondée. Et l'autre aussi. L'école est inondée aussi, et aussi le jardin d'enfants. À 40 km en amont de la ville de Toulon, le village de Yevdokimovo a été un des premiers touchés. Des années 30 à la mort de Staline, il y avait ici des prisonniers du goulag, loin de tout. Aujourd'hui, l'eau qui est montée à près de 2 mètres dans les maisons menace la vie sur cette terre où il a fait jusqu'à moins 52 degrés l'hiver dernier. Car dans l'inondation, le village a perdu un de ses derniers lieux de vie, l'école. Contrairement à celle de Toulon, qui a été reconstruite et inaugurée en grande pompe par Vladimir Poutine, ici, tout est perdu. Ici, c'était l'école primaire. On venait de refaire le plancher, de le repeindre, on avait décoré les murs avec les parents. On avait tout préparé pour la rentrée. Tout était déjà prêt.
Mais voilà ce qu'il nous reste. Maintenant, c'est le chaos. C'était notre bibliothèque. Il y avait beaucoup de manuels, des romans. C'est tellement dommage. On venait d'acheter pour 150 000 roubles de nouveaux livres. Tout est inondé. On avait tout et il n'y a plus rien. On regarde la télé et on voit que partout dans le monde entier, il y a des catastrophes qui arrivent. Partout des catastrophes. Des incendies, des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre. Et nous, on n'est pas passé à côté de tous ces cataclysmes. Alors oui, je suppose qu'il doit bien y avoir un changement dans le climat. Moi, je pense que le monde entier doit s'unir. Il faut comprendre qu'il ne faut plus couper cette forêt de résineux comme la forêt tropicale. On répète sans cesse que le changement climatique est lié à la forêt. Ce sont nos poumons. Ici, la taïga, comme là-bas, la forêt tropicale. En pleine Sibérie, la perte de l'école, c'est l'arrêt de mort du village. Et les habitants ont maintenant peur de vivre si près de cette rivière qui désormais les menace. Rester? Je pense que c'est impossible de rester ici. Qui sait ce qu'il y aura après? Oui, un mois plus tard, on a eu une deuxième inondation. Et on nous a dit qu'il y en aura peut-être une troisième. Ça arrivera souvent maintenant. On a très peur de vivre ici. Qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense qu'il faut changer la mentalité des gens. À quoi ça sert que quelqu'un devienne riche en coupant la forêt? Il faut nous laisser en paix. Regardez comme c'est beau. Il faut laisser tout ça aux générations futures, à nos enfants et petits-enfants. Il faut s'arrêter. Il est impossible de continuer comme ça. Ça suffit. Il faut changer d'attitude et cesser de surexploiter la nature. C'est aussi le message de Nadezhda Chebakova de l'Institut de la forêt à Krasnoïarsk. Nous la retrouvons surplombant le fleuve Yenisseï, le plus puissant de toute la Russie. Cela fait des années que depuis cet endroit en apparence si fort, elle tente d'alerter les autorités de son pays sur ces dérèglements climatiques et la fragilité de la Sibérie. Regardez, cette année, les incendies nous ont tous unis. Les gens ont finalement compris. Ils ont vu. Quand on montre ça aux gens, ils comprennent l'ampleur du cataclysme. Sinon, quand les gens ne sont pas informés, ils restent dans l'ignorance. Selon moi, le plus important est d'avoir accès à l'information. Et alors les gens vont réfléchir. L'infatigable lanceuse d'alerte va continuer à se battre pour que toutes les générations comprennent que l'époque où il était glorieux de dompter cette nature à n'importe quel prix, cette époque est révolue.